Bonjour Philippe, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes né à Annemasse, avenue Pasteur en 1961. Quels souvenirs vous gardez de votre enfance dans notre ville? Alors, on ne grandit pas dans une ville dans laquelle on est jusqu'à l'âge, on ne grandit pas jusqu'à l'âge de 21 ans. Ouais, je crois que c'est ça, l'âge auquel j'ai quitté Annemasse sans forcément des souvenirs, donc des bons, des très bons, des mauvais, des très mauvais. De la petite enfance, je garde des souvenirs assez précis de la maternelle et des copains que j'y avais. Également des souvenirs. Annemasse était une petite ville à l'époque, environ 13 000 habitants. J'allais faire de la luge sur la colline de Montoux, c'était assez facile, c'était pas loin. Parce qu'à l'époque, il neigeait là en hiver, en décembre. Donc c'était avant Noël, je me rappelle bien de ces choses-là. Et puis, bah après, moi, j'ai fait un peu les 400 coups dans Annemasse. Je m'y baladais beaucoup, j'y faisais péter des pétards. Je faisais du cross à vélo, j'embêtais un peu les commerçants avec le bruit que je faisais avec mes patins à roulettes. Voilà. Et puis après, on grandit. Donc il y a l'école primaire. Donc là, pareil, de nombreux souvenirs. C'était l'école, elle s'appelait à l'époque l'école Pasteur. Moi, j'ai un peu oublié enfin, j'ai vu que les noms avaient changé, donc j'ai pas mémorisé les noms des écoles, mais enfin, c'était l'école primaire du centre, qui est rue Aristide Briand. Voilà. Et puis des souvenirs à la MJC. J'y avais fait des. Il y avait eu un atelier linogravure, peinture, poterie. Malheureusement, ça n'avait pas duré longtemps. Et je dis malheureusement parce que j'adorais ça. Bon, bref, ça a été un peu une frustration. Et puis après, par la suite, au collège, j'ai pris des cours de danse à la MJC, des cours de danse de salon, de rock and roll notamment, valse, etc., avec des copines et copains de l'époque. J'étais en quatrième, quelque chose comme ça, troisième, ouais, dans ces eaux-là. Et puis évidemment les virées à Genève, voilà. À Évian et à Thonon et à Chamonix, voilà. Comment l'école et les premières années de scolarité ont-elles influencé votre goût pour le théâtre? Alors je pense que ça a démarré assez tôt parce que j'ai gardé un souvenir assez précis d'un spectacle à la maternelle. Donc c'est vous dire, hein, je devais avoir 4-5 ans, et c'était un spectacle de Guignol. Il y avait une grande salle dans cette école maternelle et il y avait voilà, un grand, comment on appelle ça, théâtre de Guignol. Et j'ai un souvenir très précis de ce moment-là. Et j'étais fasciné, bien évidemment, par ce qui se passait, mais très intrigué par comment ça se passait derrière. Comment ces personnages de chiffon pouvaient exister, quoi. J'ai un souvenir assez fort de ça. Ensuite, on n'allait pas beaucoup au théâtre avec mes parents. Enfin, mes parents se sont séparés, j'étais assez jeune. Euh, mais on y est quand même allé. J'y suis allé avec également l'école. Euh, et là, j'ai des souvenirs notamment d'un Shakespeare. Je crois que c'était La Nuit des Rois au théâtre de Carouge. Euh, Où alors là, j'avais été mais scotché, quoi. Je sais pas comment vous dire. Bref, en tout cas, quelque chose est né à ce moment-là. Il y a eu après, ou entre-temps, c'est un peu difficile de me remettre ça en mémoire, mais des choses aussi à l'école primaire. On apprenait à l'époque pas mal de poésie. On nous demandait de les réciter. Et je me rappelle d'une poésie de La Fontaine, je ne sais plus laquelle, c'est une histoire de chat et de souris, de chat qui mange la souris, j'ai oublié son titre, le fameux greffier. Et, euh, et l'institutrice m'avait demandé de venir le dire au tableau, et j'avais joué en fait cette fable-là. Et voilà, j'avais une super note. Bref, c'est des petites choses comme ça marquantes. Il y avait évidemment à l'époque au théâtre ce soir, donc c'était un peu toujours le même genre de théâtre, hein, c'était du vaudeville. Mais bon, ça m'a pas mal éveillé à ça. Mais j'ai mis ça en sourdine. Pour moi, à l'époque, comédien, c'était pas enfin, je savais pas que c'était un métier. Et puis dans la famille, il fallait être pragmatique, quoi. Donc voilà. Et c'est venu surtout au lycée avec Monsieur Brignac, où un jour de classe, juste avant les vacances de Noël, il nous dit bah tiens, lisons Le Rhinocéros de Genionesco, qui veut jouer tel et tel rôle. Donc on a tous levé enfin, quelques-uns ont levé la main. Et puis à l'issue de cette lecture, au retour de vacances, je suis allé voir Monsieur Brignac et je lui ai demandé est-ce qu'on pourrait monter la pièce. Il a accepté, on l'a montée, et à partir de là, le premier pas sur scène pour moi, ça a été une révélation totale. Ce qui avait été enfoui en fait pendant pas mal d'années, d'un seul coup s'est réveillé. Alors j'étais très mauvais à ce moment-là, peut-être que je le suis encore, je ne sais pas, mais en tout cas à ce moment-là, voilà, quelque chose, voilà, s'est passé. Je pense que j'ai eu cette sensation à ce moment-là. Pour moi, la scène,
c'est le seul lieu au monde où je pouvais exister. Ça se raccroche toujours à une histoire personnelle et je vais pas trop en dire là-dessus parce que ça ne regarde que moi et mes parents qui sont morts. Mes parents se sont séparés assez tôt. Mon père était mon meilleur pote, mais lui-même disait qu'il n'avait pas vraiment la fibre paternelle. Donc du coup, je le voyais occasionnellement. Il fallait prendre rendez-vous à l'époque au téléphone pour le voir. C'était pas toujours très simple. Et puis ma mère est devenue alcoolique. Donc j'étais le fils solier, fils aussi d'une femme alcoolique. C'était pas évident à gérer. Et le fait d'être le fils solier, jamais trop Philippe Solier, c'était assez lourd à porter. Et sur scène, d'un seul coup, j'ai ressenti, je n'ai pas fait le tour de la question à ce moment-là, mais que je pouvais, moi, exister. Et effectivement, ça a été à la fois une joie profonde et aussi quelque chose de... ouais, je peux pas vous dire autrement, c'est un appel. Comment votre famille a-t-elle réagi à votre orientation vers le théâtre, notamment votre père qui était médecin? Alors, il y a eu des étapes. La première étape, ça a été donc au lycée. Après cette pièce du rhinocéros, j'ai joué plusieurs pièces. Et ma mère me dit ah non, 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 mais attends, tu vas arrêter le théâtre parce que là, il faut que tu te consacres à tes études et à ton bac. Je dis bah, mais bien sûr, maman, je m'y engage. J'ai joué trois ou quatre autres spectacles. Bon, mes parents n'avaient absolument rien contre le fait que je choisisse un métier ou un autre. Simplement, ma mère était extrêmement inquiète. L'alcool, avec ça, en rajoutait pas mal. Donc, effectivement, je prenais soin d'elle autant que je pouvais. J'étais un gentil garçon. Mais bon, voilà. J'ai raté mon bac. Ensuite, il s'est passé des choses. Et au bout de 3 jours, dans une autre école, un peu loin d'Annemasse, j'ai appelé d'abord mon père pour lui dire, écoute, voilà, papa, j'arrête. Il me dit, bah, ça m'étonne pas, je te donnais 3 semaines, t'as tenu 3 jours, c'est bien. Et après, j'ai appelé ma mère qui, je pense, à ce moment-là, a dû s'effondrer sur son fauteuil parce que, voilà, c'était panique à bord, quoi. Bref, en tout cas, malgré ses inquiétudes, ma mère m'a énormément soutenu et mon père avait dit à ma mère à l'époque, laisse-le faire ce qu'il veut, on apprend toujours de ses erreurs et si c'en est pas une, eh ben, il fera son chemin. Donc, en gros, j'ai pas eu de barrière, quoi. Mon père était très ouvert d'esprit. Il était militant politique, à droite, etc. Il avait ses idées, il était comme il était, il avait son caractère. Mais c'était quelqu'un d'extrêmement intelligent, très brillant, et qui avait sa sensibilité, et qui nous a toujours, parce que j'ai des frères et sœurs plus âgés, toujours soutenu, guidé, encouragé, et sans jamais trop s'impliquer. Mais voilà, il était un peu comme le roi lion qui dit tu fais ci, tu fais ça, et tu vas dans cette direction-là. Euh, c'est bien, choisis ce que tu as envie de faire, quoi. Qu'est-ce qui vous a conduit à franchir la frontière pour vous former à Genève? J'ai envie de dire deux choses. La première, comme je vous l'ai dit, maman était comme elle était. Je m'inquiétais beaucoup pour elle, autant qu'elle s'inquiétait pour moi, mais pour d'autres raisons. Et donc, Genève, c'était assez facile. Ça me permettait d'être chez moi, d'avoir une présence pour ma mère, ça la rassurait un peu. Ça limitait les frais, il n'y avait pas besoin de payer un studio, etc. Et puis, c'était aussi pour moi l'occasion effectivement, de me tester un peu, parce que j'avais fait un choix. Moi, je connaissais rien. Je connaissais ce que j'avais fait, mais le monde du théâtre restait quand même un mystère pour moi. J'avais pas de clé, je connaissais pas grand-chose. Donc ça me permettait de mettre, on va dire, le pied à l'étrier et de vérifier si mon sentiment était exact et s'il correspondait à quelque chose chez moi et si j'avais envie de continuer. Donc voilà, ça fait 45 ans que ça dure, donc ça a été exact. Et j'ai fait 2 conservatoires là-bas. Vous y avez donc rencontré des figures marquantes comme William Jacques Vaina et Georges Bode. Qu'est-ce qu'ils vous ont transmis? Alors, Georges Vode. Ce que m'a transmis William Jacques Vaina, je pense que c'est... comment dire? C'est difficile à expliquer parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce métier et la manière de le faire. William Jacques Vaina m'a permis d'entrer dans les personnages, d'aller fouiller les personnages dans leur intimité. Il était très précis sur les choses. Il fallait que les choses aient du sens et qu'elles soient... je vous donne un exemple. Par exemple, si je vous dis j'aime la viande, bon, je peux vous le dire comme ça, j'aime la viande. Mais je peux vous le dire, j'aime la viande.
la viande. Il y a 1000 façons de faire une même chose. Vous pouvez dire merde, oh merde, ou merde. Bon, il y a plein de nuances. Selon votre personnage, selon comment il est, enfin, ce qu'on sait de lui, ce que les autres disent de lui, ce que lui fait, ce que lui dit de lui, s'il en parle, vous faites votre enquête, un personnage, donc vous le remplissez de quelque chose. Et William Jack fouillait à cet endroit-là. Il était précis. Voilà, il m'a transmis le goût de la précision et le goût du travail et le goût de l'introspection, d'aller voir, d'aller fouiller les choses pour enrichir le personnage. Quant à Georges Wod, c'était Wodzycki, il était d'origine polonaise. C'est un monsieur extrêmement extraverti, très puissant comme ça, une espèce de Robert Hossein local. J'adorais ce monsieur. Je pense que lui, il m'a donné le goût de l'énergie. C'est un monsieur très énergique et fallait y aller, il fallait montrer, il fallait sortir ses tripes sur scène, quoi. Voilà, rapidement, ce que je peux en dire. En 1982, vous partez pour Paris. Comment ça s'est passé ce changement de vie? Ouais, alors là, ça a été un peu un choc, hein, à la fois temporel et spirituel à tout niveau. Il a fallu en gros 6 mois pour m'y faire, ne serait-ce qu'au niveau de la pollution. À l'époque, c'était quand même pas mal pollué, donc j'avais les yeux qui ressemblaient à un lapin qui avait de la myxomatose, les yeux rouges tout le temps. Enfin bref, c'était un peu difficile. En dehors de ça, je ne connaissais absolument personne à Paris. Alors j'y suis monté avec ma compagne de l'époque, qui était comédienne suissesse. Donc ça adoucissait, on va dire, les choses. Mais voilà, Paris, c'est grand. Je ne connaissais rien. Je suis arrivé là-bas en me disant, bon, je vais tenter la classe libre chez Florent et puis le conservatoire. On verra, c'est une expérience. Ça permettra de prendre le pouls. Bon, pour de multiples raisons, mes répliques m'ont lâché pour des raisons qui étaient les leurs. Enfin, il y avait un problème physique chez l'un et je sais plus quoi chez l'autre. Bref, ça a été un peu compliqué. Il a fallu que je travaille d'autres scènes, donc bien évidemment, je me suis bien laté. Mais ça a été une bonne expérience dans la mesure où ça m'a permis de voir un peu. Déjà, il y avait du monde, il y avait beaucoup de monde à ces concours. Moi, j'arrivais donc de Genève où j'avais plutôt bonne. Enfin, j'étais on va dire un bon élève puisque j'étais dans un cours. Là, ça permet de se mesurer voilà, à des gens qui viennent de partout et franchement des pointures. Et puis, bon, après, j'ai pas pu rentrer dans ces cours. Et William, Georges Wod m'a rappelé assez rapidement pour me proposer à la fois un assistant à la mise en scène et en même temps de jouer dans ce spectacle mis en scène à l'époque par Gustave Holoubek, qui avait été en tout cas le directeur de l'équivalent de la Comédie Française à Varsovie. Il était polonais. Et c'est un monsieur qui parlait polonais et allemand, donc ne parlant que français et vaguement l'anglais, c'était pas toujours facile. Donc du coup, on communiquait par les mains, on jouait ensemble. Il me transmettait en fait ce qu'il avait besoin que je fasse ou que je dise aux comédiens. Après, on a eu une traductrice, heureusement, parce que ça devenait un peu compliqué. Mais voilà. Donc après, j'ai travaillé à Genève et puis après, je suis parti à l'armée. Et après l'armée, j'ai intégré des cours à Paris et à partir de là, les choses ont commencé. C'est important les cours. C'est important d'entrer dans un cours parce que vous vous y faites des potes. C'est pareil, vous vous mesurez. Alors c'est la question, c'est pas une compétition. Certains le vivent comme ça. Moi, j'ai jamais vécu ça comme ça. Mais malgré tout, vous mesurez là où vous en êtes par rapport aux autres. Vous regardez beaucoup ce que font les gens. Après, vous montez sur scène, vous testez, vous voyez si vous avez compris quelque chose de ce que vous avez vu chez les autres, des défauts des autres, si vous arrivez vous à les régler en scène. Bref, les cours sont importants. C'est un passage, à mon avis, obligatoire. Si vous voulez faire du théâtre, pour le cinéma, c'est autre chose. Les danseurs ont leur barre au sol, notamment. Les peintres travaillent tous les jours. Les musiciens travaillent leur instrument tous les jours. Les comédiens, c'est vrai que on donne l'impression d'être des gros glandeurs, mais en fait, on travaille tous les jours. On observe les gens, on lit des textes, on travaille sur soi, sur la confiance en soi. C'est indispensable dans notre métier, la confiance en soi. En tout cas, si on n'a pas confiance en soi, être capable de surmonter le trac et le manque de confiance, c'est important. Et les cours vous permettent évidemment de travailler, alors d'aborder plusieurs choses. Au théâtre, et c'est vrai dans tout notre métier, moi je dis j'appelle ça des gymnastiques. Quand vous travaillez de la commedia dell'arte, c'est pas pareil que de travailler du théâtre contemporain.
donc de la poésie contemporaine. Et entre les deux, il y a tous les mondes qu'on connaît, que ce soit Shakespeare, Molière, Labiche, et puis des auteurs beaucoup plus contemporains comme Ionesco, Camus, etc. Bref. Donc, il faut aborder... les cours sont importants parce qu'effectivement, vous travaillez vos bases. Il y a une phrase de Peter Brook que j'ai pris à mon compte parce que je l'aimais beaucoup. Il n'y a pas une école, il n'y a pas une méthode, il y a 1000 écoles. Et ça veut dire qu'il n'y en a pas une seule de bonne, il n'y en a pas, ou il n'y en a pas 999 de mauvaises. Elles sont toutes bonnes. Il faut que vous les abordiez toutes pour ouvrir le champ de l'imaginaire, pour vous-même vous sentir plus à l'aise dans l'approche d'un personnage. Donc vous avez touché à tout, téléfilm, documentaire, film institutionnel, coaching. Qu'est-ce qui vous a le plus plu ? Tout. Tout m'a plu. Alors après, à l'intérieur de ce tout, que ce soit au théâtre, en télévision ou en voie de documentaire, il y a des choses pour lesquelles vous avez plus de goût que d'autres. Il y a des choses qui vous stimulent plus que d'autres. Mais moi, j'ai tout aimé faire. Au départ, je n'aurais voulu faire que du théâtre. Je ne voulais vivre que là. C'était ma cabane magique. Très rapidement, les réalités vous disent que j'en ai fait beaucoup du théâtre. Vous disent que on gagne pas toujours. Quand je dis bien sa vie, c'est même pas bien. C'est juste que parfois, quand vous avez gagné de quoi payer votre loyer, vous êtes content. Après, faut manger. Mine de rien, même un comédien, ça mange. Ça boit aussi de temps en temps. Donc voilà, ça se chauffe aussi en hiver. Ça arrive. Donc voilà, les réalités font que vous faites du théâtre et puis progressivement, tiens, on vous appelle pour un film institutionnel. Alors dans les institutionnels, on peut dire c'est nul, c'est des trucs, c'est de la publicité d'entreprise. Moi, j'ai fait des choses où franchement, je me suis éclaté, quoi. Je suis tombé sur des scénarios drôles, inventifs, créatifs. Bon, et puis il y en avait d'autres qui étaient moins intéressants. Et au théâtre, il y a des choses que j'ai adoré faire. J'ai fait 3 années de clown. Des spectacles de clowns, pas de cirque, des clowns de théâtre. On construit, c'est de la création collective. Chacun construit son personnage. Donc, moi, par exemple, j'avais un personnage qui était qui était un jeune garçon qui avait des épaules larges comme, 3 fois larges comme par rapport à celle de Schwarzenegger. Quoi, il avait des épaules énormes, une tête de souris avec la lèvre supérieure assez prononcée, les cheveux en pétard, l'air très naïf, qui se grattait tout le temps, il était perclus de tics. Bon, voilà. Donc, il y a beaucoup de maquillage, beaucoup de travail sur les costumes. Franchement, c'était un travail éclatant, c'est extrêmement créatif. La difficulté de ce genre de travail, c'est d'arriver à raconter une histoire avec tous ces personnages. Donc, il faut après avoir suffisamment de recul, et c'est bien qu'il y ait une personne extérieure que les personnages inspirent et qu'ils puissent raconter une histoire. Pour moi, ce qui a été le plus marquant à la télévision, ça a été étonnamment un docu-fiction sur Christian Chesneau et Georges Malbruno, qui étaient 2 journalistes, les 2 premiers Français, je crois, à avoir été enlevés au moment de la guerre d'Irak. Resté, je sais plus combien de temps, enfin en tout cas ça a été assez long, donc retenu en otage. Et j'interprétais un de ces 2 journalistes avec Éric Soublet qui interprétait l'autre. Et on a tourné à Marseille, notamment dans les arsenaux de Marseille. Alors les arsenaux, c'est l'endroit où alors je sais pas s'ils fabriquaient, mais en tout cas il y avait, pendant la dernière guerre 39-45, des sous-marins là-dedans. Et on a tourné en plein hiver, en short, en t-shirt. Franchement, on s'est bien pelé. On se levait très tôt, on finissait très tard et toute la journée on bossait, quoi, dans la poussière. On n'était pas dans les conditions que eux ont vécues, bien évidemment. Et puis le soir, on rentrait, on savait qu'on n'allait pas mourir à la fin du tournage, mais c'était des conditions physiques assez difficiles. Et puis ce que ça véhiculait était humainement très fort. Ce sont des gens qui sont passés par ce qu'ils appelaient les up and down, les hauts et les bas, parce qu'on leur faisait croire qu'ils allaient être libérés, puis finalement non. Ils menaçaient en permanence. Ils avaient un gardien qui s'appelait, qui était surnommé le boucher. C'est-à-dire qu'il égorgeait les gens, et il riait de ça. Donc ils sont passés par des phases assez difficiles, et quand bien même c'était un doc-fiction, nous, comédiens, on avait quand même un scénario de 110 pages, c'était pas rien, et on avait des scènes à jouer.
Alors tout n'a pas été monté parce que c'était trop long, etc. Mais ouais, on a vécu sur place des choses assez fortes, assez intenses. Ouais. Qu'est-ce qui fait, selon vous, un bon comédien? Un bon comédien. D'abord, c'est quelqu'un qui doit vous faire croire que le personnage que vous voyez est crédible, qu'il il est vrai, on y croit. Un bon comédien, c'est quelqu'un qui se déplace d'un rôle à un autre. C'est quelqu'un qui va être capable de jouer un nazi cruel, un vrai salopard, et un jour et le lendemain sa victime. C'est quelqu'un qui va vous faire croire dans les deux cas que le personnage existe vraiment. C'est quelqu'un qui va, un bon comédien, ne jamais rentrer dans les clichés, ne jamais proposer quelque chose qui soit de l'ordre du cliché, qui va toujours être en quête de la vérité de son personnage. Alors la vérité, ça veut rien dire parce que le même personnage joué par 4 comédiens différents, vous aurez des personnages différents, mais mais de la vérité de ce qu'il ressent. Et voilà, ça peut passer par un geste qui va trahir quelque chose, de la joie ou de l'anxiété ou de la mauvaise humeur, voilà, des petites choses comme ça qui font que le personnage sera différent. Et puis, les personnalités font que le même personnage sera interprété de manière différente. Donc un bon comédien, c'est quelqu'un qui a cette capacité à passer d'un personnage à un autre, la capacité à rendre ce personnage crédible. Est-ce que la scène vous manque? Est-ce que la scène me manque? Alors oui et non. Oui, parce qu'encore une fois, la scène, c'est le seul lieu où je me sens véritablement exister. C'est-à-dire que tout est possible sur scène. On peut tout créer, on peut tout inventer. Tous les mondes sont possibles, même sans décor. Moi, j'ai joué des seuls en scène où il n'y avait pas de décor. J'ai mis en scène des seuls en scène où il n'y avait pas de décor et tout peut exister. Parce que l'acteur, l'actrice, le corps de l'acteur, la sensibilité de l'acteur peut tout créer. Au début, il faut vous rappeler, pour chez Shakespeare, qu'il n'y avait pas de décor chez Shakespeare, ou très très peu, et que quand vous prenez les pièces de Shakespeare, il y a 150 000 décors dans les pièces de Shakespeare. Bon, bah c'était un seul panneau qui marquait forêt de Sherwood ou château de Elseneur, etc. Voilà, on passait. Et donc, il y a des conventions que les spectateurs acceptent et qui vous font voyager. Et donc, ce qui est important, c'est l'histoire. Ce qui est important, c'est ce que véhiculent les personnages. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'un spectacle qui s'appelait le Mahabharata, monté par Peter Brook. Pareil, il n'y avait pas de décor. Il jouait au Bouffe du Nord. C'est un lieu, un vieux théâtre qui n'en était plus un d'ailleurs, qu'il a récupéré comme ça. Et la magie naissait des images, du jeu, des costumes et de ce que les comédiens véhiculaient d'humanité, de vérité, de force, d'énergie, de rêve. Vous revenez régulièrement à Annemasse? Quel lien vous avez gardé avec notre ville? Ça fait longtemps que je suis parvenu. Je suis parvenu depuis 2010 ou 12. Ma mère est décédée en 2008, 4 ans après mon père. Bon, j'y suis revenu pour la succession. J'y suis revenu ensuite pour venir faire du ski avec mes enfants. Mais je crois que la dernière fois, ça devait être en 2010-2012. Mais j'ai traversé Annemasse. Franchement, j'y suis pas resté très longtemps. Le départ de mes parents a été quand même assez pénible pour moi. Il y a des choses difficiles à vivre sur le plan affectif, on va dire. Ça me brassait pas mal. Alors, par contre, j'ai encore des potes avec lesquels je suis en contact sur Facebook. Je vais de temps en temps voir Google Maps, voir comment la ville bouge, parce que je sais qu'il s'y passe, enfin, il s'y passe beaucoup de choses. Le tram, je sais que ça ennuie pas mal de gens. Euh, voilà, je voyais il y a pas très longtemps que certains noms de rues aussi avaient changé. Donc, non, mais je suis pas revenu vraiment à Annemasse. Est-ce qu'en tant qu'artiste, Annemasse vous inspire? Annemasse a beaucoup prospéré, ça s'est beaucoup construit. Donc, pour les dernières fois que j'avais vu, à la fois j'étais très content pour la ville parce qu'il y avait vraiment nécessité. Il y avait vraiment, par rapport au moment où je suis né, il y avait vraiment nécessité de faire beaucoup de choses pour beaucoup de monde, que ce soit à tout niveau, notamment culturel. Euh, Besoin de faire en sorte que cette ville ait une âme, on va dire, et qu'elle offre quelque chose de plus chaleureux que elle ne pouvait l'offrir. Par contre, Annemasse, c'est sûr que voilà, on est à 2 pas du lac Léman et non pas du lac de Genève. Donc c'est le lac Léman. Voilà, il y a Genève à côté qui offre aussi pas mal
de possibilités. Les montagnes, évidemment, le ski, les balades. Moi, j'ai un souvenir ému du bourru. C'est un truc qui se boit. Euh, voilà, le bourru avec les marrons, les châtaignes grillées, voilà, au mois d'octobre. Bon, voilà, la nature, c'est sûr que ce sont des paysages qui me manquent. Juste pour une anecdote, bon, je faisais pas mal de sport, même si c'était pas en compétition ou quoi que ce soit, mais je bougeais pas mal. Et donc j'allais souvent faire du vélo, notamment dans les voirons, ou courir dans les voirons pour muscler un peu mes cuisses pour le ski. Donc je grimpais les voirons, puis après je les redescendais entre les arbres assez rapidement. Bon, et je travaille sur un spectacle à Genève où je suis assistant et je jouais aussi du piano sur scène. J'y travaille pendant 3 mois intensément et je ne faisais que ça. Je partais le matin, il faisait nuit, je rentrais le soir, il faisait nuit. Bon, le spectacle se joue et au bout de 3 mois, j'en avais marre. À l'époque, j'avais une moto. Je prends ma moto, je vais au Voiron. Et là, j'avais jamais vu la nature comme ça. J'avais jamais remarqué à quel point les arbres étaient grands. J'avais jamais remarqué à quel point l'horizon était pas aussi proche que ce que je croyais. Je le voyais avec les montagnes. Des fois, on a une sensation d'enfermement comme ça. Ah, j'avais trouvé ça magnifique, quoi. Donc oui, tout ça, ça me manque, ouais. L'odeur de la neige au sommet des pistes, ça me manque. Question, est-ce que Annemasse m'inspire? Je saurais pas vous dire. Est-ce qu'une ville? Oui, il y a des choses qui peuvent inspirer dans une ville. Alors, bon, ça fait trop longtemps que je suis parvenu à Annemasse pour dire que ça pourrait m'inspirer. C'est sûr que moi, j'ai voulu quitter Annemasse pour des raisons personnelles, et professionnelles, parce qu'il fallait partir pour exister en tant que comédien. C'était bien de partir à Paris, pas de rester à Genève non plus, parce qu'à Paris, je savais que j'avais besoin de moi de me confronter à quelque chose de plus grand. Oui, j'avais besoin de me confronter à. Moi, je suis quelqu'un d'assez anxieux et d'inquiet, on va dire. Et malgré ça, j'ai toujours choisi le risque parce que je crois que c'est là-dedans que je me sens exister le mieux, quoi. Il y a des gens qui ont besoin de gravir des montagnes et de se lancer, par exemple, à ski dans des choses improbables. Ils se sentent exister à ce moment-là et je comprends. Il y a de l'adrénaline et c'est vrai qu'on a une sensation physique voilà, on maîtrise la peur, on maîtrise son corps, on peut défaillir, euh, mais même si ça me fait peur, en même temps j'aime ça, quoi. Et j'avais besoin d'aller à la grande ville pour me mesurer aux autres, pour m'en prendre plein la gueule aussi, ce qui a été le cas. Hein, c'est pas des métiers où, enfin, vous êtes jugé en permanence. Euh, et parfois simplement vous n'avez pas encore ouvert la bouche, on vous dit ah non. Non, non, trop petit, trop grand, pas assez blond. Non, les yeux, j'avais demandé bleu. Enfin bref, vous êtes jugé aussi sur votre mine. C'est pas toujours très agréable. Hein. C'est pas des métiers où, pas toujours des métiers faciles. Ouais. Pour finir, quel conseil vous donneriez à un jeune Almacien qui rêverait de faire un métier dans l'audiovisuel ou le spectacle? Je lui dirais ose, ose, ose. Il y a que ça qui compte. Les pudeurs, tu as le droit de les avoir dans ta vie. Sur scène, jamais. Si tu en as, utilise-les, transforme-les, mais ose. Ose sortir de ta zone de confort. C'est dans la zone d'inconfort qu'on progresse. Tu as le droit d'avoir peur, et tu as des raisons d'avoir peur. Affronte ces peurs, et tu verras que pour beaucoup d'entre elles, elles ne sont pas si terrifiantes que ça. Il faut jamais viser trop haut. Si un sportif, un sauteur à la perche qui débute se dit non mais moi dans un mois je passe les 7 mètres, c'est sûr que tu vas être très déçu. Donc il faut y aller step by step, pas après pas, marche après marche, tranquillement, mais il faut creuser, il faut travailler tous les jours. C'est pas un métier de feignant, comédien, surtout au théâtre. On bosse énormément, les répétitions. Et en dehors des répétitions, il y a quand même, moi j'ai vécu des périodes longues, sans boulot. Enfin en tout cas de comédien, j'ai dû faire d'autres métiers à côté pour gagner ma vie. Et ces métiers m'ont appris beaucoup de choses sur moi-même, sur des compétences que j'ignorais avoir. Voilà, il faut creuser, il faut travailler, il faut aimer. Et sur ce chemin, il y a beaucoup de raisons d'être parfois démotivé. Beaucoup de gens il suffit parfois d'une phrase pour démotiver quelqu'un, alors que cette personne-là a un talent incroyable. Il y a beaucoup, dans ce métier comme ailleurs, il y a beaucoup de gens qui aiment jouer les petits chefs.
mais il faut garder en soi sa motivation. Elle se construit, sa motivation, elle se bâtit. Et ça, on s'en rend compte quand on est au fond du trou. Ça arrive. C'est pas rare. Il faut toujours remonter. Alors chacun sa façon, chacun sa méthode. Voilà. Ose, ose, ose. N'aie peur de rien. Et il y a beaucoup de gens gentils dans ce métier. Il y a beaucoup de gens bienveillants, prévenants, attentifs. Merci beaucoup, Philippe. Oui, c'était un plaisir pour moi de pouvoir échanger avec vous.